qui est très drôle, c'est que vous savez que le QR code a été le QR code qui aujourd'hui est le socle du pass sanitaire, comme vous le savez. Sésame. Le sésame a été créé en 1994 par un ingénieur japonais, Masahiro Hara. Vous avez bien révisé, vous? Oui, mais j'ai fait une petite recherche, figurez-vous. Eh ben, ce QR code avait été inventé pour suivre l'itinéraire des pièces détachées. Le QR code a été inventé avant le smartphone, en fait. Voilà, il a été inventé pour suivre l'itinéraire des pièces détachées au sein d'une chaîne de production. Donc vous voyez que quand on a cette information-là en tête... Je ne sais pas trop quoi en faire. Je vous avoue que... Ah bah si, c'est-à-dire qu'effectivement, énormément de Français ne veulent pas être pris pour les pièces détachées d'un système qui les observe et les contrôle. Voilà ce que ça veut dire. Bon, Jean Messia. Mais mon général, vous avez raison, c'est-à-dire que la problématique du Sahel, c'est une problématique éminemment et purement sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'au Sahel, la France conserve des forces spéciales qui soient capables, effectivement, de détruire les foyers de terrorisme partout où ils se manifestent. Ça, c'est une problématique qui n'a rien à voir avec la problématique d'une installation d'une armée étrangère durablement pour apporter dans son sillage la construction d'un État, la construction d'une démocratie, etc. Ça, c'est une problématique politique. Effectivement, vous avez raison de distinguer les deux cas. Mais si, effectivement, la démocratie, les droits de l'homme, les libertés publiques et individuelles s'imposaient, mais qui les a imposés à l'Occident ? Enfin, personne. L'Occident a connu un régime démocratique. Enfin, les régimes dans lesquels nous vivons aujourd'hui, ça a été le fruit d'une évolution endogène par rapport à nos racines, à notre culture, à notre histoire, qui ont accouché des systèmes sociopolitiques dans lesquels nous vivons. Or, je suis désolé de le dire, mais en dehors des pays à tradition judéo-chrétienne, il n'y a pas eu d'évolution endogène vers la démocratie. Même des pays comme la Turquie, où il y a eu une démocratie, ça a été une démocratie qui a été imposée par la dictature d'Atatürk. On peut citer d'autres pays comme le Japon. Il a fallu 2 bombes atomiques pour les convertir à la démocratie. Donc il ne faut pas l'interventionnisme qui consiste à forcer la liberté des peuples en leur imposant la démocratie par la force. Déjà, dans le concept, il y a quelque chose d'aporétique. La clé du problème, et c'est ce que vous venez de dire, Monsieur Weiss, c'est le rôle trouble du Pakistan qui joue vraiment, en effet, un rôle dans cette... Le rôle trouble du Pakistan, comme d'ailleurs du Qatar du Qatar, en tout cas de certaines familles du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. C'est aussi le rôle trouble des États-Unis. Pardonnez-moi. Enfin, qui forme les services secrets pakistanais? Les services secrets pakistanais, ils ont un acronyme, c'est l'ISI, I-S-I. Vous savez comment on les appelle? On l'appelle Invisible Soldier of Islam. Les soldats invisibles de l'islam. Alors que l'acronyme, c'est Inter-Service Intelligence. D'accord? Donc tout le monde connaît le rôle trouble joué par les services secrets pakistanais dans cette histoire. Les services secrets pakistanais qui sont eux-mêmes formés, parfois encadrés, conseillés par les Américains. Donc effectivement, à force de jouer parfois avec le feu, les Américains se brûlent. Voilà. Quant à Doha ou à l'Arabie Saoudite, excusez-moi, c'est peut-être les grands frères des talibans, mais les grands frères des grands frères, c'est le frère américain, puisque Doha ne bouge pas sur les États-Unis et l'Arabie Saoudite encore moins. Donc tout ça est un jeu géopolitique extrêmement complexe, d'accord? Et nous, ce qui nous intéresse, pour répondre à votre question, Monsieur Pasquet, ce qui intéresse les Français, c'est comment le président de la République française va protéger la France et les Français contre ces nouvelles menaces. Or, ce soir, à part nous annoncer qu'il va y avoir des flux migratoires, qu'on va accueillir des personnes dont personne en France ne va vérifier s'ils ont servi l'armée française ou les Français sur place ou pas, on n'a rien eu. Donc effectivement, je crains qu'il se passe avec ces flux d'immigration afghans suite à ce qui se passe, exactement ce qui s'est passé en 2015 avec l'Irak et la Syrie à l'époque. Je ne pense pas, en tout cas sur le plan politique, qu'on ait véritablement tiré les leçons des attentats de 2015 qui ont ensanglanté la France par rapport et qui étaient directement liés à la crise migratoire de l'époque. Donc là, il faut que le président de la République française nous dise clairement quel est son plan de protection de la France et des Français par rapport à cette crise et à ce nouveau foyer terroriste potentiel. D'abord, bonsoir mon général, mais d'abord, la charia est déjà appliquée en Arabie Saoudite, donc on ne va pas non plus faire la guerre à chaque fois que la charia est appliquée quelque part. Je pense qu'il appartient à chaque peuple
aussi de trouver son chemin vers le régime politique qui lui convient. Et je trouve que de manière générale, les interventions étrangères depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ne se sont pas particulièrement manifestées par des succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les plus récents, encore moins, c'est-à-dire l'Irak, la Libye, etc. En revanche, là où c'est dangereux, c'est que lorsque vous avez l'intervention, des interventions étrangères, et notamment de l'Occident, dans des pays où finalement ils n'ont pas grand-chose à y faire, comme de toute façon, ils ne vont pas y rester ad vitam aeternam, arrive à un moment où ils doivent partir. Et quand ils partent et que les choses reviennent comme avant, voire pire, comme c'est le cas en Afghanistan, c'est ça le symbole que vous donnez au reste des mouvements islamiques qui peuvent se dire, vous voyez, ça peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais le combat de l'islam radical finit toujours par triompher. Et ça, c'est un symbole désastreux. Donc il vaut mieux, si vous voulez, ne pas aller porter avec ce droit d'ingérence complètement dévoyé qui consiste à vouloir presque évangéliser de force des peuples vers un régime qui n'est pas le leur, vers des traditions qui ne sont pas non plus les leurs. Je vous rappelle que l'Afghanistan, ce n'est pas uniquement Kaboul. L'Afghanistan, c'est les territoires pashtuns, c'est les campagnes où les talibans, où les talibans sont chez eux. Donc il ne faut pas présenter les talibans comme comme des hommes verts qui tombent de la planète Mars et qui n'ont rien à voir avec le terreau identitaire afghan. Ce sont des représentants d'une grande partie de l'Afghanistan, ou en tout cas une grande partie de l'Afghanistan les soutient. Kaboul n'est pas l'Afghanistan, en tout cas pas que. Alors, sur le rapatriement des personnels afghans qui ont servi la France, il faut évidemment veiller à ce que seuls ceux qui ont servi éminemment la France et les Français sur place soient rapatriés et que ça ne devienne pas un prétexte, puisqu'on connaît l'immigrationnisme du président Macron, que ça ne devienne pas un prétexte pour une nouvelle filière d'immigration. Je crois que la France a eu jusqu'à 4000 ou 4500 soldats en Afghanistan. On nous annonce, je crois, entre 1000 et 2000 personnels afghans qui sont d'ores et déjà identifiés pour rejoindre la France. Ça me semble énorme au regard déjà du contingent français qu'il y a eu sur place. Et dernier élément... s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Ce qui se passe en Afghanistan ne doit être une surprise pour personne en réalité. Parce qu'en fait, l'accord de Doha... Moi, je trouve que c'est un petit peu tard, en effet, pour s'affoler, rapatrier les Français, alors que c'était assez prévisible. L'accord de Doha du 29... depuis 3 mois. L'accord de Doha du 29 juillet 2020 était un accord entre les États-Unis et les talibans qui mettaient en filigrane, c'était la feuille de route en fait, qui prévoyait tout ça. Alors peut-être que l'administration de Joe Biden et le renseignement américain n'a pas prévu, en fait ils se sont effondrés comme une espèce de guimauve exsudante, alors que Trump avait lui effectivement bien verrouillé toutes les étapes. Mais je suis un peu agacé, si vous voulez, de voir tous ces gens dire oh là là, mais Kaboul tombe, mais tout ça a été prévu. C'était prévu et prévisible. Maintenant, on va rester sur ce regard, si vous le voulez bien, strictement français. En quoi, Jean Messia, la crise afghane, en dehors de l'évacuation de nos ressortissants, doit intéresser les Français au point d'assister donc ce soir à une allocution, de s'adresser solennellement à la nation de la part du président? Réponse, en rien. Elle n'intéresse en rien les Français, à part effectivement l'aspect évacuation de nos compatriotes, évacuation des personnels qui ont servi l'armée française, qui ont servi la France. Il a tort de s'adresser à la nation afghan. C'est-à-dire que ce n'est pas, à mon avis, une question si importante pour la totalité des Français qu'il faille en faire une allocution. C'est un président qui ne s'exprime pas quand la France est attaquée directement par des attaques terroristes sur son sol. Je ne vois pas pourquoi il fait une allocution sur une problématique de politique étrangère. Alors certes, effectivement, il y a des menaces sécuritaires, migratoires. Certes, et on peut le déplorer, il y a eu des morts français en Afghanistan, mais cette allocution-là, c'est à mon avis, assez inutile. Alors, là où je suis un peu interloqué et inquiet, c'est qu'en fait, dans cette allocution, Emmanuel Macron parle très peu de la France, finalement. Il parle beaucoup de l'Afghanistan. Il parle beaucoup de l'avenir. Il parle de la France sur l'urgence de rapatrier les Français. Il parle de la France parce que sur le risque de nouveaux foyers terroristes et sur l'anticipation de flux migratoires. Oui, ces 3 points-là nous concernent directement. Sauf que c'est pas du point de vue
de ce qu'il nous concerne qu'il n'a parlé, c'est-à-dire qu'il n'a pas développé en quoi il allait protéger la France et les Français contre cela. Il a évoqué ces menaces sans dire comment lui, en tant que président français, va agir pour les éloigner, mais il a beaucoup parlé, en effet, de l'Afghanistan.